Regardez, demain soir, une chaîne de télévision russe doit diffuser un documentaire sur Vladimir Poutine, documentaire dans l'intimité du chef du Kremlin, avec son aval, je vous rassure, bien entendu. On en regarde un extrait, on va essayer d'analyser ce qui nous est montré après. À l'extérieur, vous avez toujours du sang-froid, de la retenue. Vous n'avez jamais eu envie de frapper quelqu'un? Toujours. Toujours. Je vis avec, mais je me bats. Moi, je vois que cette question, elle en dit autant sur la personne qui la pose que sur celui à qui elle est posée. C'est une drôle de question. Je vais vous poser la question. Non, je ne veux pas vous la poser la question. Est-ce que vous avez déjà envie de frapper quelqu'un? Non, mais c'est bizarre comme question à poser à un président. Pardon Gallagher, juste un mot sur ce que l'on vient de voir. Ce documentaire sera diffusé demain soir. C'est des images rares, nous dit-on, de Vladimir Poutine dans son intimité. On se demande pourquoi. Pourquoi maintenant? À quelle fin? À qui elles s'adressent ces images? Les images s'adressent aux Russes, mais aussi au monde entier. Il y a 3 documentaires exclusifs. En 25 ans, c'est vrai que seuls 3 journalistes ont été admis dans la résidence à Novo-Ogarevo. C'est la résidence principale. Là, on nous dit qu'il y a un appartement. On n'est même pas sûr que Poutine vit là-dedans, dans le Kremlin. Et en tout cas, un des journalistes qui était admis comme ça dans l'intimité de Poutine, un Allemand, Hubert Seipel, il a reçu 300 000 € sur les offshore. Ce qu'on a appris l'an dernier, il a été déchu de ses primes. Mais sinon, voilà, il léchait les bottes à Poutine, il montrait la chasse avec Poutine. Il y a aussi Oliver Stone, bien sûr, qu'on est en train de voir, qui présentait un Poutine fréquentable en 2018, si je ne me trompe pas. Et à chaque fois, ces exclusivités sortent soit au moment des élections, soit au moment où, pour Poutine, il faut mobiliser davantage l'électorat. Le 7 mai, ça fera 25 ans qu'il est président de Russie, je crois, Vladimir Poutine. Le 9, il y a évidemment la célébration des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie, ce défilé à Moscou. On va y revenir tout à l'heure. Mais il y a une question, moi, qui me taraude. Les États-Unis, c'est une démocratie, certains diraient imparfaite, mais c'est une démocratie. On a besoin d'avoir le soutien du peuple. Il y a des élections tous les 2 ans. C'est le cas aussi en Russie. Il y a des élections, mais on sait que ce n'est pas véritablement une démocratie, la Russie. Je ne fais offense à personne en disant cela. Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine a besoin de convaincre les Russes de quoi que ce soit, lui qui détient tous les leviers du pouvoir dans son pays? Parce que l'autocratie, on le sait, c'est souvent un château de cartes qui a l'apparence de la solidité, mais au sein duquel, si vous voulez, la fragilité est inhérente. Et une fois que vous avez identifié justement les leviers à actionner pour mettre en lumière cette fragilité, ça peut s'effondrer très très rapidement. Les gens autour de ce plateau qui ont vécu ce moment rappellent souvent l'effondrement comme ça en quelques jours de l'Union soviétique. Un système dont on pensait qu'il était, alors peut-être pas éternel, mais dont la permanence, en tous les cas, paraissait évidente. Et tout ça s'est effondré. Sur Vladimir Poutine, pourquoi est-ce qu'il s'adonne à cet exercice? Je pense que, en réalité, il insiste beaucoup donc dans ses extraits sur le fait que ça fait 3 ans. 3 ans, c'est la tentative d'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Il y a clairement un souci. Je pense que, et je parle sous votre contrôle, la guerre n'est pas si populaire que ça. Il y a une vraie fatigue au sein de la population russe. C'est très difficile à mesurer. Donc il y a cette volonté, et cet exercice, vous savez, il est très américain. Donald Trump vient de le faire avec ABC C'est News. pour ça qu'on a C'est une manière d'humaniser effectivement le personnage. Alors le montrer un peu humble et proche du peuple, je pense que c'est raté vu la quantité de dorures et l'environnement au sein duquel il se met ici. En revanche, l'extrait que vous avez passé, donc l'interview, je ne l'avais pas vu, je le trouve fascinant. Parce que c'est une des questions, vous parlez de questions qui nous taraudent, le rapport de Vladimir Poutine à la violence. Parce que c'est ça dont il est question de cet extrait. Comment est-ce qu'il conçoit son rapport à la violence? On rappelle la question qui lui est posée. Est-ce que vous avez parfois envie de frapper quelqu'un? Il répond tout le temps, mais je me contrôle ou je me retiens. Donc il y a 2 choses. Il y a, et on le sait chez ce leader, le culte du virilisme. Ça, c'est matriciel dans le poutinisme, la masculinité, j'allais dire, désinhibée, avec ces images torse nu qui renvoient à la force physique et biologique au sens premier du terme. Il y a autre chose derrière, et peut-être que je surinterprète. Je pense que dans l'écosystème poutinien, en fait, la puissance
Vous aurez compris que la photo que vous venez de voir est un montage. Hein. On imagine mal même le président russe chevaucher un ours. La puissance, en fait, dans l'écosystème poutinien, c'est la capacité à concentrer le plus de moyens de destruction possible. Tandis que de notre côté, dans le projet européen, me semble-t-il, et dans une partie de l'Occident, si tant est que ce terme ait encore un sens, la puissance, c'est la capacité à concentrer le plus de moyens de production. Mais lui, on le voit dans le pays tel qu'il le régit, la militarisation, l'agression, la gouvernance par la guerre. Il y a tout ça, il y a un petit peu de tout ça pour moi dans cet extrait que vous avez passé. Je parle de l'interview, hein, pas de la visite des appartements privés. Je suis comme vous, je ne crois pas une seconde qu'il passe ses nuits là-bas. Voilà, et pour la petite histoire, quand on filme le making-of de quelque chose, c'est qu'on veut donner une impression de proximité, d'authenticité. Là, c'est ce qu'on voit. On ne voit pas le film en tant que tel, on voit les gens filmer Vladimir Poutine avec les caméras qui dépassent, les micros dans les miroirs, etc. Inutile de vous dire que c'est très facile d'éviter tout cela quand on veut faire un film sur quelqu'un qui soit un film plus direct. Tout simplement, il aime communiquer, comme tous les autocrates. Il aime communiquer, Poutine. C'est un communicant. À l'occasion des G8 ou des G20, c'était le meilleur communicant parmi tous ses pairs chefs d'État. Et puis, il veut montrer son sourire quand il est avec Gerasimov et qu'il donne des ordres. Tout est figé dans un décor très théâtralisé. Là, c'est un peu plus intimiste. Il montre son sourire, il montre qu'il est capable d'avoir de l'humour. C'est quelqu'un qui s'est chambré, qui s'est vanné. Bon, les questions sont préparées à l'avance. Hein. Tout est parfaitement scénarisé, c'est certain. Mais c'est quelqu'un c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, ce qui est un petit peu le cas de tous les psychopathes. Donc, il a une double personnalité. Et là, il nous montre son autre personnalité qui existe certainement. Ce que nous dit Vladimir Poutine, c'est que d'abord c'est quelqu'un de humble et qu'il aime son peuple. Autre extrait de ce documentaire qui sera donc diffusé demain soir à la télévision russe. Je suis très reconnaissant pour la confiance que les gens me témoignent. Il est impossible de vivre ou de travailler sans elle. Le tableau derrière, c'est ce qui nous a tous interpellés. Nicolas tout de suite. Non, c'est Alexandre III. On a déjà trouvé. C'est le tsar conservateur qui. Nicolas Ier a aboli l'esclavage. Je crois plutôt. Enfin bon. Il y a un débat, non mais c'est intéressant. En tout cas, ça nous a tous marqué. C'est la première chose qu'on a tous regardé. Pour tout vous dire, si vous voulez les coulisses de cette émission aussi, on a découvert ce son en direct avec vous. Donc c'est pour ça qu'on se posait la question. Voilà. Mais là aussi, c'est intéressant. Il aime son peuple, Vladimir Poutine. Je veux dire que c'est le petit père des peuples, hein, parce que ce ne serait pas lui rendre un hommage à Vladimir Poutine, vu ses rapports avec ce qui a été le communisme pendant un temps en tout cas. Là encore, on est à quelques jours des 25 ans de son arrivée à la présidence russe. Qu'est-ce que cela nous dit ? Ça nous dit qu'il a un règne, en fait. 25 ans, c'est pas un mandat électoral. Aucun mandat électoral dans une démocratie ne permet d'être 25 ans au pouvoir. Donc c'est un règne. Effectivement, le tsar, qui effectivement peut être Alexandre III... Ou Nicolas Ier, mais il s'inscrit dans l'histoire. C'est ça le message. Regardant, je pense que vous avez raison, peut-être. Non, mais c'est pas, ce qui est important, c'est pas un tsar qui a aboli l'esclavage, non. Si c'est Nicolas Ier ou Alexandre III, les deux étaient conservateurs. Ils sont tous conservateurs, les tsars, évidemment, puisqu'ils ont obtenu le pouvoir de leurs ancêtres. Mais il se tient juste devant ce portrait. Et puis, Alexandre III, c'est lui qui a ouvert la Russie à l'accord avec la France aussi, l'accord de Revers, le traité de Revers. Non, Poutine, il y a un autre extrait que j'ai vu sur votre chaîne. C'est Nicolas Ier ? Oui, c'est Nicolas Ier. On voit les Russes. Les Russes disent que c'est Alexandre III. C'est intéressant. Bon, Gallagher, très rapidement, avant de passer à la suite. Il y a autre chose, et là, ça me saute aux yeux. Vous savez, ce à quoi on assiste, c'est l'effet Zelensky. Qui est-ce qui fait ça tout le temps ? C'est Zelensky qui se montre dans ses appartements et il montre ses peintures préférées. Il y en a une, c'est le Kremlin en flammes. L'autre, c'est les combattants ukrainiens. Il y a toute cette mise en scène où justement, il tient à peu près les mêmes propos. Alors, pas du tout celui sur la violence.
Au contraire, Zelensky parle beaucoup tesha en ukrainien, du silence, ce moment où il attend la fin de la guerre, le retour au silence. Mais il y a ce rapport justement au peuple. Dans l'oreillette, à l'instant, Alexandre III, on a vérifié, c'est la magie de la télévision et surtout de l'efficacité de cette rédaction d'LCI. Merci la rédaction. Vous vouliez réagir? Il y aurait un truc très intéressant, parce que quand je le vois sourire comme ça, je vois l'enfant presque des rues à Saint-Pétersbourg. Et ce serait bien de faire venir des thérapeutes, des psychanalystes, qui pourraient à la fois disséquer le discours, les paroles, et à la fois de Poutine et de Trump, et de faire leur portrait croisé par des psychanalystes. Alors, ce sont les deux mêmes hommes. On a parlé des deux hommes, et c'est là-dessus que j'aimerais conclure avec vous. Est-ce que ce sont les mêmes profils, ces deux hommes? Non, il y en a un qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ouais. Voilà, l'autre qui s'est lui-même, quelque part, avec tous les affres de la transformation de l'URSS en Russie. Il y en a un qui s'est fait lui-même. Mais est-ce que ces deux hommes n'ont pas eu, chacun à leur manière, une revanche à prendre? Le premier, Donald Trump, par rapport à son père, c'est lui qui allait collecter les loyers. Vous connaissez la légende. Alors c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il s'est fait tout seul dans l'organisation de son père avant de faire mieux que son père. Il a tout construit, dit-on, pour faire mieux et pour faire plus que son père. Et cet homme-là, qui vient de Saint-Pétersbourg, qui est un jeune loupard à l'origine des Russes, qui a appris à se battre, qui a été quelqu'un de plutôt effacé lors de sa carrière d'espion, qui a réussi à passer à travers finalement toutes les époques pour venir s'imposer comme un conseiller dans un premier temps, puis qui devient président de ce pays, et qui l'est depuis bientôt plus de 25 ans. Enfin, ce sont deux destins, quoi qu'on puisse penser de ces deux hommes, exceptionnels. Qui a été sauvé par son institutrice, qu'il a sorti de la rue, qui n'a pas connu son frère, qui est mort de faim pendant le siège de Leningrad, et qui a vécu de manière humiliante la chute de l'URSS. Donc là, un psychanalyste pourrait nous raconter énormément de choses sur le personnage. Mais Anastasia en sait beaucoup plus. Non, mais moi je me spécialise dans les histoires de la mafia, et autant que je sache, le secteur de l'immobilier à New York, qui est aussi des casinos, c'était quand même proche de tout ça. Les mafieux russes fréquentaient les casinos de Trump. Il y a des documents du FBI là-dessus. Et donc ce milieu, ils l'ont côtoyé tous les deux. Sauf erreur de ma part, les loyers dont je parlais et que jeune Donald Trump allait collecter, étaient pour certains dans le quartier de Coney Island, un quartier qui est fréquenté évidemment par les Russes à New York. Donc ça, c'est aussi peut-être un lien. Je ne sais pas. Non, mais on voit, c'est bien documenté dans le documentaire justement d'Antoine Vitkin, les mafieux russes qui très rapidement, ils montrent les portraits, les noms, etc., qui, quand Donald Trump avait besoin de liquidité, il a un problème de solvabilité, ont acheté en liquide les appartements dans l'une de ses premières Trump Tower à Manhattan. Donc ce n'est avéré. Après, sur ce qu'on raconte là sur les deux qui, j'allais dire, psychanalytiquement cherchent à tuer leur père. Je pense qu'on peut dire ça de quand même pas mal d'hommes sur Terre. C'est communément répandu. Dans un autre documentaire sur l'intimité de Poutine, justement de l'Allemand qui a reçu beaucoup d'argent, que je vais mentionner, ils disent que Poutine dormait avec un fusil à côté de chez lui. C'est les amis de Poutine sont amis musiciens qui disent ça, et sans doute c'est vrai. Et donc le rapport à la violence, en tout cas, il devait résister, se battre dans ce milieu hostile, que ce soit à New York, et s'il y avait aussi des règlements de compte éventuels, et à Saint-Pétersbourg, c'est sûr et certain. Oui, ce qui explique peut-être la réponse du président russe tout à l'heure à cette question. Avez-vous envie de frapper quelqu'un? Oui, tout le temps, mais je me retiens.